Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce vendredi 13 décembre 2024. Sur ce plateau, je reçois pour vous Hippolyte Arondema, président du mouvement Bénévision 2026 et acteur, membre politique du parti Bloc républicain. C'est bien ça? Oui, c'est très bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Bonjour à vous. Alors, avec vous, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons d'abord commencer par la nomination des ministres conseillers. Quand vous voyez un peu la liste des personnalités qui ont été nommées par le chef de l'État, quelle lecture vous faites, monsieur Hippolyte Arondema? Bon, la lecture que je fais, c'est de cette nomination. Je pense que le chef de l'État a bien choisi ses ministres conseillers parce que il y a aussi une question de confiance, la confiance en eux pour qu'ils fassent le travail sur le terrain, pour quand même en faire connaître tout ce que le chef de l'État fait pour les populations qui ne voient pas encore tout ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a aussi un manque de communication avec ce que le chef de l'État fait. Et puis je pense que ça va aider tout le monde à bien comprendre et à bien parler du chef de l'État, là où on ne l'entend pas, alors qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont faites sur le terrain qu'on voit. Et quand vous voyez un peu le profil des personnes qui ont été nommées et les postes, les ministres sectoriels où ils sont nommés, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Est-ce que leur profil répondent au ministère? Non, il ne s'agit pas du profil qui répond au ministère. Il s'agit de comment ils vont communiquer sur l'action du gouvernement, du chef de l'État, ce que le chef de l'État fait. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir un bac plus 10 ou bien d'avoir une thèse avant d'être nommé, avoir un profil de médecin avant d'être conseiller d'un médecin, mais de pouvoir rapporter ce que ressent la population de base à ses ministres et au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse trouver des solutions pragmatiques à la population béninoise. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous ne décriez pas le fait qu'il n'y a pas vraiment de jeunes dans cette liste? Bon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes dans cette liste, mais bon, que ça, c'est que des anciens députés, des anciens collègues. Donc, je pense que nous allons demander au chef de l'État prochainement de penser à la jeunesse béninoise, quoi. Alors, nous allons parler à présent d'autres choses. Hippolyte Arondema, quel est votre avis sur l'audit du fichier électoral? Est-ce une nécessité? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas une nécessité. Pour les partis politiques, je pense que l'essentiel, c'est d'occuper le terrain. C'est d'aller sur le terrain, convaincre les gens, quoi. Parce que si vous partez sur le terrain, c'est mieux de faire l'audit du fichier alors que cet audit va nous coûter très cher. Et alors que l'État a quand même dit qu'il va prendre le coût en charge. Le coût en charge, c'est la population béninoise qui va payer ça. Le chef de l'État même le dit souvent. Tout ce qu'on paye ici, c'est la TVA, la douane récupérée sur la population béninoise qui paye. Même le plus petit qui porte les habits venus de France paye la taxe, et c'est sur cette base que le chef de l'État prend, le gouvernement prend les taxes pour pouvoir, et on va financer cet audit-là. Et moi, je pense que les partis politiques n'ont qu'à aller sur le terrain, occuper le terrain, et puis de travailler sur le terrain, de demander de faire une audit, quoi. Parce que c'est quand on pense à l'échec directement là, qu'on parle de l'audit. Mais s'ils vont sur le terrain. L'opposition pense déjà à l'échec. Oui, ils pensent déjà à l'échec. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Parce que l'opposition, moi, j'aime pas ce thème parce que c'est un thème que je refuse depuis plus de 5 ans. Je ne parle pas d'opposition. Je parle de pourquoi, parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut déjà que l'opposition, comme ils se disent, regarde en face. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait pendant les 8 ans ou 9 ans maintenant on est? Il a réalisé beaucoup de choses. Des cliniques, des hôpitaux ont été construits, des routes, les 11 000 logements de Oueto, ça c'est une prouesse ça. Moi je suis allé visiter, c'est quand tu quittes dedans et tu continues un peu après 2 kilomètres que tu sens que tu es au Bénin, sinon tu te crois dans les villes européennes. Ça, il a réalisé ça. Il faut que l'opposition dise que si le chef de l'État a fait quelque chose qui est bien, nous allons dire c'est bien. Mais c'est pas parce qu'on est de l'opposition que tout ce qu'il fait c'est mauvais. On est d'accord, il faut quand même avoir de bon sens et communiquer sur ce que de bien il a fait et proposer ce que vous voulez qu'on améliore. C'est de ça il s'agit, c'est pas de dire tout le temps tout ce qu'il fait c'est mauvais, tout ce qu'il fait c'est mauvais. Eux-mêmes ils voient le résultat. C'est des gens qui ont les yeux, ils voient. Et puis nous les jeunes on regarde, on voit vraiment ce que le chef de l'État fait. C'est pas parce qu'ils sont plus avec lui qu'on va systématiquement dire ah tout ce qu'il fait là c'est mauvais. On va toujours dire c'est mauvais. Nous on voit. Donc, ce qu'il dit là, nous, on regarde, on voit. Donc, il ne change pas nos avis sur ce que le chef de l'État fait. C'est visible. Alors, est-ce à dire que même le code électoral que l'opposition qualifie plutôt de chrysogène et d'exclusive ne l'est pas?
Non, moi, je ne pense pas. S'ils étaient au pouvoir, quand on va leur proposer d'aller réviser le code électoral, là, je pense qu'ils vont toujours aussi refuser que non, aller sur le terrain, aller sur le terrain. Moi, je veux que l'opposition soit constructive. Pourquoi? Parce que eux, ils ont trois thèmes dans leur bouche de développement. Lesquels? Premièrement, la démocratie est en danger. Deuxièmement, libérer Joël Aïvo. Troisièmement, libérer Ricky Amadougou. Nous sommes quand même au moins près de 12 millions d'habitants. Quelle devrait être leur priorité? Leur priorité, c'est toute la population béninoise. La femme qui est chez moi, à Webo, à Tofo, à Didja, à Semere, à Djougou, qui n'a pas trouvé à manger, qui pense à comment son enfant rentre de l'école le soir manger. Donc vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même? Non, il faut qu'il parle de ces trucs-là, que de tout le temps, la démocratie en danger. Joël Aïvo en prison, je suis d'accord. Et Ricky Amadougou en prison. Mais et les autres, nous, on n'existe plus. Il y a des gens aussi qui souffrent. Il faut qu'ils pensent à ça. Il faut qu'ils pensent à toute la population béninoise. C'est pas que les trois thèmes de développement, là, la démocratie en danger, tout, non, c'est pas bon. Moi, je vois que tous, c'est les mêmes choses, ça nous fatigue un jour, quoi. Nous, les jeunesses, on veut qu'on nous parle de comment créer des centres de formation professionnelle, comment éradiquer le taux de chômage au Bénin, la pauvreté. C'est de ça aussi il s'agit. Il s'agit pas des trois thèmes, là. D'accord. Vous allez parler tantôt de la jeunesse. Je rappelle que le mouvement, votre mouvement Bénin Vision 2026, Oui. fait en quelque sorte la promotion des jeunes. En ce qui concerne l'agriculture, où en êtes-vous? Oui, en ce qui concerne l'agriculture, nous, on a aidé certains de nos jeunes pour faire de l'agriculture et pour pouvoir faire du maraîcher, afin de s'en sortir. Parce que nous, on croit toujours qu'il faut une souveraineté alimentaire. Et dans la souveraineté alimentaire, c'est là où les produits qu'on produit chez nous, c'est moins cher. Mais si on importe toujours les produits, on aura toujours des problèmes. Il y a maintenant le coût de transport qui varie. Il y a le coût de la douane aussi qui est dedans. Alors que si on est producteur, on est directement consommateur, on n'est pas censé à penser pourquoi ça a coûté cher. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne pensent pas qu'il y a le coût de transport sur tous les produits qu'on envoie de l'extérieur. Et ça, c'est aussi un autre problème. Il faut que les gens réfléchissent pour dire que, si l'huile est l'huile raffinée de Turquie ou bien de la Russie ou bien de l'Ukraine, là, il y a le coût du bateau qui passe dessus, qui vient jusqu'à Cotonou. Et il faut la douane quand même, parce que c'est pas un produit produit chez nous. Il faut payer TVA aussi sur ça. Donc tout ça, là, fait que le produit devient cher. Alors que si on développe chez nous directement, tout ce qui est produit chez nous, il n'y a pas de TVA. Il y a quand même des produits agricoles que nous produisons également chez nous, mais qui sont quand même chers. Quand je prends par exemple l'haricot, le gari, ça coûte quand même cher. Oui, c'est pourquoi? C'est parce que l'offre n'est pas suffisante. Et la demande est énorme, c'est pour ça que c'est devenu cher. C'est parce qu'il faut qu'on organise maintenant notre agriculture. Si on l'organise en bien et on fait la rationalisation de nos terres et nos agriculteurs vont évoluer en coopérative, ça veut dire que nous pouvons maintenant mieux maîtriser notre agriculture. Et c'est pour ça que les agriculteurs doivent s'organiser en coopérative et le ministère de l'Agriculture doit laisser des points focaux chez ces agriculteurs afin de bien les organiser et ils puissent évoluer en coopérative. Parce que s'ils évoluent tout seuls, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon pour eux, ce n'est même pas bon pour le ministère ni le pays. Il faut qu'ils organisent en coopérative comme dans d'autres pays, ça se fait, ils produisent, ils vendent à la coopérative. La coopérative s'en charge maintenant de faire la distribution au niveau international et national. Et aujourd'hui, combien de jeunes adhèrent à vos idéologies? On en a beaucoup. Hein. On en a au moins 40 000 jeunes qui adhèrent à notre idéologie, qui travaillent avec nous, qui font des propositions et nous écoutons et on travaille tout le temps ensemble, quoi. C'est votre accompagnement? Oui, c'est mon accompagnement. Alors aujourd'hui, les producteurs agricoles doivent quand même avoir une autorisation avant de transporter leurs produits agricoles. Ça, c'est une décision ministérielle. Qu'en pensez-vous? Bon, je trouve que cette décision, ça me paraît un peu bizarre. Parce que je pense que le ministre, qui est un grand tonton à moi, devait penser premièrement à les organiser en coopérative. Et quand il les organise en coopérative, ils pourront maintenant vendre à la coopérative directement avec les points que le ministère doit définir. Parce que s'ils produisent là, vraiment, des fois, ils sont libres de dire qu'ils vont transporter leur truc parce que ils se disent que nous, on en produit, on n'a pas l'aide de l'État, pourquoi on ne va pas transporter? Et c'est ça le problème même. C'est là où le problème se pose, quoi. Il faut qu'on les sensibilise, on les informe que c'est comme ça et les proposer des vraies solutions
des prêts qui pour les aider, que quand ils sont redevables à l'État, ça veut dire que quand ils reçoivent l'argent de l'État, ils savent que quand vous produisez là, c'est là où ça reste. Vous devez nous avertir parce que vous avez des engagements vis-à-vis de nous. Il faut faire engager les agriculteurs à travailler directement avec l'État. Mais il ne faut pas les laisser à produire tout seul et après commencer par leur dire aujourd'hui, si vous voulez déplacer, il faut venir nous voir. Je pense que vraiment, ça va les tenter à toujours dire qu'ils vont déplacer, faire le feu. On n'est pas donc favorable. Non, c'est pas favorable pour les agriculteurs. Et je pense que l'État peut organiser ça mieux, les mettre en coopérative et après ils pourront maintenant décider de vendre directement à la coopérative et après la coopérative s'en charge de la redistribution et de la vente, quoi. Alors, nous parlons d'autres sujets avec vous, Hippolyte Arondema. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er octobre 2024, Olivier Bokor, ami fidèle du chef de l'État Patrice Talon, a été mis sous mandat de dépôt. D'abord, quelles sont vos relations avec l'homme? Bon, monsieur Olivier Bokor, je n'ai aucune relation avec lui. Je ne le connais pas, c'est pas mon ami. Donc, tout ce que je sais, c'est l'ami du chef de l'État. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État a ces renseignements qui prouvent qu'il y a tentative de coup d'État, je pense qu'on va laisser la justice faire pleinement son travail et nous attendons tous les conclusions de cette affaire, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Vous ne croyez pas au chef d'accusation? Non, c'est pas parce que je ne crois pas, parce que je fais confiance. Non, je fais confiance à la justice de mon pays, le Bénin. Oui, parce que j'ai un jeune homme togolais qui a dit qu'il a été arrêté pour pouvoir transférer au Bénin, mais la justice béninoise a fait bien le travail, ils l'ont libéré. Donc ça veut dire que après les enquêtes, s'il est condamné, on le saura. Mais pour le moment là, de toute façon, il est présumé innocent. Tout à fait. Oui, donc il faut attendre la condamnation avant de parler d'Olivier Bokor parce que je pense que s'il est arrêté, le chef de l'État, s'il a des documents, il a les preuves de ce qu'ils ont avancé, la justice va nous éclairer et nous verrons tous la fin de cette histoire, quoi. Et je pense qu'il ne fait rien pour rien, le chef de l'État, il sait pourquoi. Donc il y a des raisons. Oui, il y a des raisons, sinon... Bon, les motifs d'accusation, il pourrait y avoir d'autres raisons? Non, il ne pourrait pas avoir d'autres raisons. Le plus d'accusation, c'est tentative de coup d'État, non? Donc c'est les raisons, ça. D'accord. Donc on laisse la justice pleinement faire son travail et nous tous on verra la fin de cette histoire. On laisse donc la justice faire pleinement son travail. Maître Hippolyte Arondema, nous allons parler aussi d'un constat qui est fait dans notre ville, un peu partout d'ailleurs, dans notre pays, le Bénin. Il s'agit de la prolifération des églises. De plus en plus, on en remarque, on en constate un peu partout dans les coins de rue. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette prolifération aujourd'hui? Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, quand même. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, la religion, c'est quelque chose que je demande à tous les Béninois de chercher leur propre spiritualité. Parce que la prolifération de ces églises où il y a beaucoup de pasteurs à gauche et à droite, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et maintenant les mettre, étudier avant d'ouvrir des églises comme ça. Il faut que ces pasteurs qui se disent docteurs en théologie montent leur diplôme et puis avoir un agrément avant d'ouvrir. Il y en a qui n'ont pas de diplôme. Maintenant qui n'ont pas de diplôme, ils vont enseigner quoi? C'est la bêtise humaine, ça. Parce que de temps de nos ancêtres en Afrique n'ont jamais de religion. Ils pratiquent les cultes de chez nous. Donc la religion, c'est importé. Donc ces pasteurs, c'est des importateurs de modèles européens parce que on va parler aussi de la religion de l'islam. L'islam, c'est pas aussi une religion africaine. L'islam est fait pour faire la promotion des Arabes. Parce que le gars même qui a importé l'islam en Afrique, Samori Touré, il s'appelle Sonogor Touré. Mais les musulmans, les Arabes n'ont jamais considéré ce monsieur. Parce que tant que vous ne considérez pas ma religion, ce que moi, mes ancêtres ont fait depuis des années, qui a permis notre développement, et puis qui a fait que nous, en Afrique, on n'a jamais fait de guerre, parce que toutes les guerres qui se sont produites dans le monde entier, c'est la guerre des religions que les Européens ont commis. Donc nous, nos ancêtres ne connaissaient pas la guerre. Donc c'est les religions qui sont arrivées, qui ont commencé par nous apprendre comment il faut faire la guerre des religions. Si nos populations utilisent 2% juste de leur cerveau, ils n'allaient même pas se mettre dans tous ces trucs-là. Attention à ce que vous dites. Oui, parce que c'est pas bien, parce que après on attend plein de bêtises des pasteurs, au lieu d'aller travailler. Il y en a quand même qui sont sérieux, hein. Oui, il y en a, mais quand même il faut les évaluer. Moi, je parle toujours de l'évaluation de tous ces pasteurs-là. Parce que moi, je pense que il faut les évaluer. Et nous, notre culte ici, notre culte, c'est, nous, on n'a pas de religion. Les Africains noirs n'ont jamais de religion.
C'est valable pour ceux qui pratiquent. Nous avons quand même nos religions endogènes. Endogènes, oui, c'est ça que nous devons. Mais est-ce que c'est des églises qu'on fabrique pour qu'on aille là-bas? On adore les dieux de nos ancêtres. Voilà un pays qui s'appelle le Bénin. C'est le seul pays au monde que le chef de l'État doit jurer sur les membres de nos ancêtres. Il n'y en a pas dans le monde entier. Ça veut dire que nos ancêtres même n'ont jamais accepté aucune religion. Aux États-Unis, on juge sur la Bible. En France, on juge sur je ne sais pas quoi. Mais regardez notre pays. Nous, on juge sur les membres de nos ancêtres. Ça veut dire que même le chef de l'État doit prendre des décisions contre ces églises qui prolifèrent là. Et ça n'est pas dans notre affaire ici. Une réglementation doit être mise en place normalement. Et ils doivent payer les impôts normalement parce que c'est des commerçants pour moi. D'autres sont des commerçants. Oui, d'autres sont des commerçants parce que si nous on paye, c'est une voie d'activité parce que c'est des gens qui ne veulent pas aussi travailler. Il y a des pasteurs, ils sont réglo, je suis d'accord, ils sont corrects. Mais dernièrement, j'ai lu dans les activités, il y a un pasteur qui a violé une petite fille à Tchougou là-bas. Est-ce que c'est normal? La petite fille a demandé quoi? C'est d'aller prier Dieu, non? Le Dieu, c'est le Dieu qui donne demande à ce pasteur de violer la petite fille. Donc tous ces trucs-là, il faut qu'on mette des réglementations dessus et enquêter sur leur moralité avant de lui donner l'agrément pour qu'il travaille. S'ils n'ont pas cet agrément, et on doit les définir les règles. Il doit signer une charte des églises afin de respecter la dignité humaine. Est-ce qu'on pourrait en arriver là vraiment au Bénin? Si on peut arriver. Si. En quoi faisant? Les Rwandais, ils sont arrivés, non? Ils ont fermé plusieurs trucs comme ça. Donc, c'est de mettre des règles, il faut des réglementations en matière de ça. Alors, Hippolyte Arondema, nous tendons presque à la fin de cet entretien, mais il reste un dernier sujet que nous allons aborder très rapidement. Il s'agit bien de la polygamie. D'abord, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Bon, moi-même, je suis marié, j'ai une femme, c'est une Française. Je passe par ici pour saluer Cécile Prudhomme, c'est ma femme. Et je vais vous dire quelque chose. Nous, en Afrique, c'est la polygamie. Nos ancêtres ont toujours fabriqué la polygamie. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Maintenant que vous êtes de l'autre côté, ça ne veut pas dire que... Bon, nous, quand on a des importateurs de modèles aussi qui amènent la monogamie chez nous, et chez eux, ils ont dit la polygamie. Nous, on n'est pas obligé de suivre ce que eux ils ont dit. Ici, nous aussi, on a nos règles. Après, ils vont nous dire que de marier les hommes vont se marier entre eux. Après, ils vont dire les femmes vont se marier entre eux. Ça veut dire que quoi? Ils veulent arriérer, nous, notre développement. Oui, la polygamie, c'est une très bonne chose. La polygamie n'a jamais tué quelqu'un. Et pour ça, on va arriver là, donc. Oui, on va arriver là. Moi, je suis pour la polygamie. Elle entend, hein? Oui, elle-même, elle sait. Je lui ai dit que je suis pour la polygamie et que la polygamie n'a jamais tué quelqu'un dans la vie. Et puis de deux, si les Européens sont capables, moi, ça fait 26 ans que je vis en Europe, j'ai été conseiller de plusieurs chefs d'État, même en Europe, et je vais dire, si eux, ils sont capables de venir dire chez nous ici que nous, on doit pratiquer le système de Woubi. Les hommes doivent se marier entre eux. Les femmes doivent se marier entre eux. Pourquoi nous, les Africains, on n'a pas le droit d'aller chez eux pour dire on a le droit de prendre 4 femmes comme nos ancêtres fait? Si tu n'aimes pas ma religion, je n'aime pas pour toi. Donc la réciprocité doit être faite. Là, ça dépendra quand même. Hein, c'est une question de volonté entre les partenaires. Si la femme, la femme ne veut pas partager son homme, ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Mais ça doit être discuté avec la femme avec qui vous voulez mettre la polygamie en place. On doit mettre un système. Donc, il faudrait que les deux partenaires s'entendent. Arrivé à la mairie, on doit demander à l'homme. Vous êtes pour le régime monogamie ou polygamie? Devant sa femme, en même temps, il peut répondre polygamie. Et il peut dire monogamie. Si tu t'engages à signer monogamie, là, tu ne vas pas dire demain que, je vais me marier avec une deuxième femme. Tu t'es vraiment engagé. Donc, c'est des sujets qui doivent être débattus dans le foyer. On doit être d'accord pour dire, ouais, je suis d'accord. La madame doit dire, moi-même, je suis d'accord que tu me secondes avec une deuxième femme ou une troisième femme. Et tu dois être d'accord pour signer ça à la mairie. Regardez au Gabon, le petit pays. Le Gabon, c'est un grand pays. Il y a 2 500 000 habitants. Mais la polygamie, c'est rapide. Donc, quand le président Brice Oligui, il est devenu président, il avait une maîtresse. Oui, il avait une maîtresse et la loi ne permet pas au corps habillé d'avoir 2 femmes. Il a rapidement changé la loi pour aller marier sa deuxième femme rapidement. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il trouve que la vie qu'il fait là, ce n'est pas une bonne vie. Parce qu'il ne protège pas ses propres enfants qu'il a fait avec la deuxième femme. Vous connaissez quand même une chose, hein, qu'aujourd'hui, pas polygame, qui veut, oui, qui peut, oui. Parce qu'être polygame, il faut quand même il faut avoir les moyens. Tu ne peux pas vivre chez ton père au salon et dormir et avoir 2 femmes. Ça, c'est le délinquant sexuel aussi. Il faut appeler chat par chat. Moi, je suis d'accord. Il faut avoir les moyens d'entretenir la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont contre la polygamie.
Mais c'est eux qui sont capables, oui, des hommes politiques, des hommes d'affaires comme tout le monde, hein, c'est eux qui sont capables d'avoir des maîtresses dehors. Ils font des enfants dehors et ces enfants ne peuvent pas rentrer dans le vrai foyer. Oui, on en connaît plein, on sait comment les choses se passent, tout le monde, on sait comment les choses se passent. Mais quand on va légitimiser la polygamie là, les filles qui font des enfants à des messieurs et qui, les messieurs n'entretiennent plus les foyers là, les enfants deviennent des délinquants, des bandits dans la rue, on ne les paye plus la scolarité. Quand la femme va dire, ah non, tu sais que la polygamie, ça existe chez nous, le monsieur doit répondre oui. Est-ce que tu es d'accord pour me marier? S'il dit non, elle laisse la faire. Et elle va chercher autre chose. Moi, j'ai des sœurs qui, les maris ont laissé les enfants. Ils ont laissé parce que la femme qui est à la maison ne veut pas entendre ça. Parce que déjà, il faut que la femme qui est à la maison accepte d'abord. Et accepte d'abord. Donc, ils couchent les femmes dehors et après, ils font les enfants. Ils fuient leurs responsabilités. Parce que la loi dit qu'il n'y a pas de polygamie. Donc, quand même, on est la bêtise humaine, on est capable d'aller draguer les femmes et aller faire les enfants et après, on fuit parce que celle qui est dedans, elle ne veut pas entendre ça. Alors que c'est des sujets on doit faire avec la femme d'abord à la maison avant de commencer par chercher une autre femme dehors. Donc, la solution, c'est de légaliser la polygamie. Oui, comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On peut donc en arriver là au Bénin. Oui, on peut bien en arriver. Parce que les importateurs de modèles, là, ceux qui nous ont importé cette modèle de monogamie, là, je veux savoir ceux qui ont importé là, combien d'enfants ils ont. Est-ce qu'ils sont vraiment mariés? Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas mariés. L'importatrice même de modèle, il faut m'amener son acte de mariage. Il n'y en a pas. Merci à vous, Hippolyte Arondema. Nous sommes à la fin. Une petite conclusion pour terminer. Une petite conclusion. Moi, j'appelle toutes les jeunes, la jeunesse béninoise à œuvrer pour la paix parce que nous ne pouvons pas aller en 2025, en 2026 plutôt, sans traverser 2025. Et 2025, c'est l'année des épreuves. Donc, j'appelle tous les jeunes à œuvrer pour la paix et à ne pas se faire manipuler par les hommes politiques qui peuvent rencontrer des bêtises pour pouvoir encore manipuler les gens. Et je préfère que nous soyons vraiment cohérents en les écoutant, en faisant la part des choses et être dans la paix. En parlant d'abord des élections générales, vous serez candidat pour quoi déjà? Non, pour législative ou bien... Non, pour le moment, moi, je ne suis pas candidat dans quelque chose d'abord, mais on est dans le bloc républicain, on attend le président du parti, les décisions du parti. Merci à vous, Hippolyte Arondema. Vous êtes le président du mouvement Bénin Vision 2026, acteur et membre politique du parti Bloc républicain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ouais, je vous remercie, Madame Latifat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'interview matinale. On se retrouve dans un instant dans la toute dernière rubrique de votre émission.